Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Analyse et théorie, la toute première de 2024. Je suis votre hôte Kevin Buckhart, le théoricien préféré de ton tonton cool préféré. J'espère que vous avez été gâtés comme des sales gosses et que vous êtes prêts à démarrer l'année comme jamais. Parce qu'ici, ça rigole zéro. Alors bonne année, la santé, mais pas des pieds. On attaque ensemble avec un décortiquage en profondeur de la petite série animée What If, qui nous a tenu toutes les vacances. Et j'espère que vous l'avez autant apprécié que moi. Un petit bonbon dans cette pause familiale avec un format surprenant. Un épisode par jour pendant 9 jours. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous a fait kiffer. De mon côté, j'ai reçu beaucoup de messages ne comprenant pas le lien avec le MCU. J'ai pas compris. C'est pourquoi, ensemble, nous allons revenir sur l'ensemble des épisodes en décortiquant les easter eggs et détails que vous avez pu rater. Et comme 9 épisodes c'est beaucoup, on va donc se concentrer sur les plus importants. Avant de démarrer, on n'oublie pas de liker, de vous abonner et de gonger la cloche de l'amour pour ne rien rater. Évidemment, on entre dans la spoiler zone, donc si t'as rien vu, ça risque de piquer. On se prépare pour le décollage, et let's go! Pour commencer, il me semble important de vous rappeler ce qu'est What If. Il s'agit d'une série de comics créée en 1977 qui sort après chaque grand événement, et qui imagine si les choses s'étaient passées différemment. Comme par exemple, et si Spider-Man avait rejoint les 4 Fantastiques, et si le monde savait que Daredevil était aveugle, ou encore, si Doctor Doom était devenu un héros. Une série adaptée en animation sur Disney+, qui revient donc sur les films du MCU. La première saison nous avait conduit à la création des Gardiens du Multivers pour combattre Infinity Ultron. Et cette série animée est présentée par Uatu le Gardien, ou The Watcher en anglais. Là aussi, petit rappel de qui est Uatu. Les gardiens sont des entités cosmiques vieilles de milliards d'années. Extrêmement développées, elles eurent un jour l'idée d'aider des races inférieures en partageant leur technologie. Ce qui s'est plutôt mal passé, puisque la seule race qu'ils ont aidée a fini par créer des armes nucléaires et par s'entretuer. C'est donc après ça qu'ils ont décidé de ne plus jamais intervenir et de simplement observer. Uatu est le gardien assigné à la Terre et ses habitants. On l'a déjà vu dans un caméo avec Stan Lee dans Les Gardiens de la Galaxie 2, et dans les comics, il apparaît quand un événement qui va changer le monde s'apprête à arriver. Seulement, Uatu a un petit faible pour les terriens, et ne peut s'empêcher d'intervenir de temps en temps, comme avec les Gardiens du Multivers dans la saison 1. Cette saison 2 de What If est un petit bonbon. À première vue, elle n'est qu'une saison décorrélée du MCU. Mais en réalité, Marvel ne laisse jamais rien au hasard. Chaque projet, et parfois comics, nous prépare mentalement à la suite. Et si les connexions ne sont pas toujours claires, elles le seront à la fin de cette vidéo. On débute avec l'épisode 1, et si Nebula avait rejoint la cohorte de Nova. Certains de ces épisodes reprennent volontairement les codes d'autres grands films de genre. Ici, nous sommes dans une intrigue de film noir d'époque avec une gigantesque inspiration à la Blade Runner. Il s'agit d'un futur dystopique sombre où il pleut et où les seules lumières sont des néons. Mais aussi un miroir du film des Gardiens de la Galaxie. Ici, Ronan l'accusateur n'a pas craint Thanos mais s'est retourné contre lui. Il a sûrement détruit son armée Gamora, laissant Nebula errer dans l'espace. Elle sera récupérée par Nova Prime, formée à devenir un membre de la Nova Corps. Il s'agit d'une police intergalactique, une force qui a juré de se battre pour la lumière. Les 3 points lumineux sur leur armure représentent d'ailleurs les 3 soleils de leur système solaire. Seulement, Ronan vient sur Xandar pour le détruire et sans Gamora, les Gardiens de la Galaxie ne se sont jamais formés pour l'en empêcher. C'est alors que la lumineuse Xandar se reclue dans l'obscurité derrière un bouclier infranchissable. Nebula est donc une flic qui découvre le corps de son ami Yondu assassiné et lance une enquête qui l'amènera à libérer Yon-Rogg, vu pour la dernière fois dans Captain Marvel, et à sauver Xandar avec ses nouveaux Gardiens de la Galaxie. Bon, ici il n'y a pas vraiment de connexion avec le MCU. Mais quelques easter eggs sympathiques. On retrouve dans cet épisode à peu près tous les personnages stellaires du MCU, avec Korg, Mick, Drax ou encore Groot devenu croupier dans le casino du parrain de la mafia, Howard the Duck. Un personnage que nous voyons dans les 3 Gardiens de la Galaxie, dont le dernier où il joue au même jeu de cartes que cet épisode. Autre clin d'œil rigolo, le jeu pierre-feuille-ciseaux, joué par Groot, fait de bois et donc de papier, Mick et ses mains tranchantes, et Korg fait de roc. C'est d'ailleurs une référence directe à Thor Ragnarok, où il fait cette blague. You don't need to be afraid unless you're made of scissors. Just a little rock, paper, scissors joke for you. Référence que nous reverrons dans l'épisode 4. Use me as a paperweight, just to have to sit on paper, which is my nemesis. Inutile de passer la journée sur cet épisode, on passe donc à l'épisode 2. Et si Peter Quill avait attaqué les plus grands héros de la Terre? Un vaisseau entre dans l'atmosphère et vient s'écraser là où les Avengers ont combattu les Chitauri en 2012. En sort Peter Quill enfant avec ses pouvoirs de Céleste. Dans ce What If, Yondu n'élève pas Peter, mais décide de l'emmener à son père Ego, ce qui change tout. Dans les comics, Ego est une planète vivante, et pour le MCU, il est adapté en tant que Céleste. Oui, tout comme Arishem des Éternels. Seulement, il ne prend pas la même forme. Si on doit trouver une sorte de théorie pour le justifier, on peut imaginer qu'il s'agit d'un Céleste qui n'a pas pu finir son émergence. Vous savez, quand ils éclosent, ne gardant que le cerveau se nourrissant de la planète dont il a été hôte. Bref, cet épisode a lieu en 1988, la même année que l'enlèvement de Peter. Peggy Carter est la directrice du SHIELD, comme dans le film Ant-Man qui lui se passe en 1989, et elle dirige le projet Pegasus que nous avons vu dans Avengers et
Captain Marvel. Il s'agit du programme du SHIELD qui étudie le Tesseract. Et pour combattre cette menace extraterrestre, Peggy crée la première équipe d'Avengers. Et oui, il existait déjà des héros à cette époque. Avec la disparition en mission de la guêpe un an plus tôt, Hank et Hope, devenus veufs et orphelins, rejoignent l'équipe sans Janet. Se joignent à eux Goliath, vu dans Ant-Man 2, le soldat de l'hiver envoyé par Gorbatchev, président de l'URSS à l'époque, Wendy Lawson, aussi connu sous le nom de Marvel, qui étudie le Tesseract, et T'Chaka, actuel roi du Wakanda, père de T'Challa et Black Panther. On apprend d'ailleurs que son père a combattu durant la Seconde Guerre mondiale auprès de Captain America, et que c'est lui qui a donné le vibranium aux Alliés pour créer son bouclier. C'est le premier élément important de What If qui nous lie directement au futur de Marvel, puisqu'un jeu vidéo est en développement sur les aventures de Captain America et Black Panther pendant la Seconde Guerre mondiale. Un élément qui explique aussi pourquoi le SHIELD avait noté l'emplacement du Wakanda dans cette scène de Iron Man 2. Il savait que ce n'était pas un simple pays du tiers-monde, mais déjà une puissance technologique. Enfin, ils sont rejoints par Thor, un Thor bien plus mature que celui qu'on a pu voir dans le premier film. Il nous apprend que Quill a détruit Asgard avant d'arriver sur Terre, ce qui le rapproche plus de sa version de Dark World. Comme dans les Gardiens de la Galaxie 2, l'objectif d'Ego est de conquérir un maximum de planètes grâce à ses graines. Howard Stark propose de simplement la balancer dans le broyeur, tout comme Tony l'a proposé pour la pierre du temps. Tel père, tel fils. Ce qui n'est évidemment pas la bonne solution. Après capture, Peter est enfermé dans la même cage que celle où est enfermé Loki. Une preuve qu'elle n'avait pas du tout été conçue exprès pour Hulk. Mais quelque chose de bien plus puissant que Loki, comme le dit Fury. Hope et Peter partagent la même tragédie. Tous les deux ont perdu leur mère il y a peu. Et tous les deux se réconfortent avec la musique. C'est d'ailleurs grâce à ça que Hope fait revenir Peter à la raison. Car on le voit plus tôt, Ego lui a brisé son Walkman, qui était peut-être la seule chose qui le relie vraiment à son humanité. S'ensuit une scène qui nous fait forcément penser à Man of Steel, où Ego fait face à l'armée américaine au milieu du désert, qui finira sur une confrontation similaire aux Gardiens de la Galaxie 2 entre Ego et son fils. Les Avengers sont créés et Goose fait même partie de l'équipe. Dans l'épisode 3, et si Happy Hogan avait sauvé Noël, nous sommes clairement sur un épisode spécial Noël. L'épisode se passe entre Iron Man 3 et Age of Ultron, et s'inspire clairement du film Die Hard. Les Legionnaire bots qui sont déployés sont inspirés par l'Iron Legion Protocol, mais Ultron n'a pas encore été créé. Pour la faire courte, alors que Happy Hogan, chef de la sécurité et homme à tout faire, organise une fête de Noël, Justin Hammer compte bien la gâcher. Il est le concurrent de Stark Industries dans Iron Man 2 et rêve d'être Tony. Il cherche à voler le sang de Hulk. Tony le possède, puisque entre Avengers 1 et 2, lui et Banner ont travaillé ensemble à un remède pour le guérir. Un remède, mais aussi une solution pour le combattre, avec le Hulkbuster. Seulement, c'est Happy Hogan qui finira par se l'injecter, devenant Hulk Hogan. Référence facile, mais bien vue au catcher star des années 90. Mais ce qu'on vient de voir est un élément très important pour la suite du MCU. La série She-Hulk avait déjà plus ou moins évoqué le concept, même si clairement on n'avait pas compris grand-chose. On pensait à l'époque que seuls les membres de la famille Hulk pouvaient devenir des Hulk. Or, cet épisode semble nous dire que n'importe qui peut devenir Hulk du moment qu'il a le sang de Hulk. Ce qui nous mène directement au prochain Captain America, où l'intrigue tournera autour de Hulk, avec notamment Thunderbolt Ross devenant Red Hulk, ainsi que le retour du leader que nous avions laissé il y a 16 ans dans l'incroyable Hulk. Et surtout, Marvel a récupéré les droits du personnage et va développer un nouveau film qui s'inspirera du comics World War Hulk, ok. Bravo! Où de nombreux Hulk seront déchaînés. L'épisode nous offre d'ailleurs l'une des scènes les plus violentes du MCU, avec Hulk Hogan qui massacre des bots dans un couloir. Remplacez les robots par des humains et l'huile par du sang, et vous avez un épisode digne de The Boys. Alors, sans aller jusque-là, oui Marvel, c'est comme ça que nous voulons voir Hulk. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Happy Hogan a pris cette forme. Il est même appelé Freak dans l'épisode 1602, puisque dans certains comics, Happy subit une expérience qui le transforme en Freak Hogan, un monstre combattant Iron Man. Je ne compte pas m'étaler sur l'épisode et ses autres nombreux easter eggs, mais quand même une chose. Nous voyons cette pièce remplie de costumes des Avengers. Nous savons qu'entre Avengers 1 et 2, les costumes de l'équipe ont tous été améliorés par Stark, comme par exemple le système magnétique qui permet à Captain de récupérer son bouclier. Il semblerait donc que Tony est une division dédiée à ces améliorations. En fait, je crois que le MCU d'aujourd'hui manque terriblement de Tony Stark. Le prochain épisode nous le rappelle cruellement. Épisode 4, et si Iron Man avait rencontré le grand maître. Cet épisode était à l'origine prévu pour la saison 1, un épisode qui n'a pas pu être diffusé à cause du Covid. Un peu comme cet épisode de la saison 3, dont une scène est sortie, nous montrant un team-up entre Red Guardians et Winter Soldier. Celui-ci devait sortir en saison 2. Bon là pour le coup, pas de Covid, donc je ne sais pas pourquoi il n'est pas sorti. Cet épisode nous montre ce qui aurait pu se passer si Tony n'avait pas réussi à retourner sur Terre
après avoir sauvé New York. Tout comme Thor, il aurait été aspiré dans un trou noir, le menant directement sur Sakaar. Ici, la voix de Tony n'est pas celle de Robert Downey Jr., mais celle de Mick Wingers, l'acteur qui fait la voix de Tony dans la plupart des adaptations animées. Et il fait plutôt un bon job. Tony rencontre donc le Grand Maître, un des personnages les plus anciens et puissants de l'univers. Seulement, il est aujourd'hui coincé sur Sakaar, dont il est devenu le leader. Peu de gens le savent, mais c'est le frère du collectionneur. Et contrairement à son frère, qui lui est obsédé par la collection de tout ce qui existe, le Grand Maître ne jure que par les jeux. Il adore faire jouer les êtres inférieurs et surtout être idolâtré. C'est pourquoi, contrairement à Ragnarok, nous voyons pas le contest des champions, mais une course de chariot mortel. Le Grand Maître nous dit fêter ses 21. Mais 21 quoi? 21 millions ou même milliards d'années potentiellement. On se souvient d'ailleurs que lors de son évasion, Thor a utilisé son vaisseau dans lequel il y avait un bouton spécial anniversaire. Et Tony lui répond qu'il a laissé ses années fêtes derrière lui. Une référence au personnage de Tony qui dans les comics est un alcoolique. Une habitude qui a été totalement abandonnée dans les films suite au rachat de Disney, puisque souvenez-vous, dans Iron Man 2, Tony était plutôt excessif. On y retrouve la plupart des gladiateurs de Ragnarok, avec Korg, Mick, mais aussi ce monsieur, et Valkyrie. Sans oublier Gamora, qui à l'époque possède l'armure vue dans le flashback de Endgame, et qui semble être fidèle à Thanos. Et c'est ce qui fait la beauté de cet épisode. Stark passera l'épisode à tenter de raisonner Gamora, et à l'exhorter de se libérer de l'emprise de son père, comme lui tente encore de le faire. C'est d'ailleurs un incroyable épisode pour les fans d'Iron Man. On a droit à un montage de construction d'armure, à ces fameux surnoms liés à la pop culture. Et d'ailleurs, il faudrait qu'un jour, je me motive à faire une vidéo là-dessus, tiens. Mais surtout, à la meilleure armure qu'il ait jamais faite. Bref, après une course entre Mad Max et la course de potes de Star Wars, Stark défait le Grand Maître et Valkyrie devient la leader de Sakaar. Mais c'est surtout la scène finale qui est très intéressante. Alors que Gamora feint de livrer Stark à Thanos, elle bondit sur son père adoptif et le frappe avec le bâton du Grand Maître. Seulement, elle le touche au torse, ce qui nous ramène forcément à Thor qui aurait dû viser la tête. Donc, est-ce que Thanos meurt sur le coup? Je ne pense pas. Sans oublier cette scène post-crédit que je viens tout juste de découvrir, où le Grand Maître a survécu et souhaite être épongé. C'est n'importe quoi. J'adore Jeff Goldblum, mais quel tueur. Allez, épisode 5. Nous retrouvons Captain Carter, qui, je le rappelle, a pris la place de Steve Rogers pour devenir le super soldat des Avengers. Nous revivons la scène du premier Avengers avec une équipe où la guêpe a remplacé Hulk, une guêpe que nous pouvons imaginer inspirée par Captain Carter prendre la place de sa mère. Cet épisode reprend le film Captain America The Winter Soldier et Black Widow. Cette Captain Carter n'est évidemment pas la même que celle qu'on a vue dans Multiverse of Madness et massacrée par Wanda. Nous reprenons là où la scène post-crédit de la saison 1 nous mène, lors de la mission contre Batroc. Mais cette fois, c'est l'écraseur d'Hydra qui est retrouvé sur le bateau. Dans cet univers, Hydra n'a jamais corrompu le Shield, puisqu'il a été totalement détruit par Steve et Bucky après la disparition de Carter. C'est d'ailleurs Bucky qui en est le directeur à la place de Peggy, et c'est la Chambre Rouge qui a pris la place de Hydra en capturant Steve et son armure. Captain Carter et Captain America semblent vraiment différents. Nous le voyons d'ailleurs dans cette scène inversée où c'est Peggy qui vient chercher Natasha qui fait son running. Leur relation semble être très proche, comme des sœurs, là où Steve jouait plutôt un rôle de protecteur et de mentor auprès de Widow. Ensemble, elles empêchent l'assassinat de Bucky et emmènent Steve dans une cage pour tenter de le ramener à la raison. Un peu comme on peut le faire Sam et Steve avec Bucky dans Civil War. Elles partent avec Steve en Sokovie, dans une base clairement inspirée des maps Nuketown, ou plus anciennement de cette incroyable scène d'Indiana Jones. Là-bas, Peggy et Steve flirtent avec en fond It's Been a Long Time, qui nous rappelle la toute dernière scène de Endgame. Mais tout ça n'est évidemment qu'un piège de la Chambre Rouge et de ses veuves qui ont attiré Carter dans le but de remplacer Steve, qui, on l'apprend, a une date de péremption. Car sans Bucky ni Captain America, les Russes n'ont pas développé de Red Guardians, ou de super assassins pour leur mission secrète. D'ailleurs, c'est probablement Carter qui a inspiré le programme des veuves. Bref, c'est la bagarre, Natasha s'occupe des veuves, Peggy de l'écraseur, jusqu'à ce que Steve, revenu à lui, décide de se sacrifier pour détruire la Chambre Rouge. Et nous finissons l'épisode avec Peggy, envoyée en 1602 par Wanda Merlin. Elle s'appelle comme ça dans les crédits. L'épisode 6, lui, est tout particulier. Et si Kaori avait refait le monde? Kaori est un personnage créé pour la série. Ça paraît fou comme ça, mais ce n'est pas le premier personnage créé par le MCU qui rejoint les comics ensuite. On pense notamment à Phil Coulson, qui n'existait pas avant, Layla El Faouli, alias le Scarabée écarlate, ou encore plus récemment, Sylvie dans la série Loki. Mais rien n'empêche qu'elle devienne un personnage très important. Il n'y a qu'à voir le destin d'Harley Quinn, qui a été créé dans le dessin animé Batman de notre enfance, et qui aujourd'hui est un personnage majeur. Bref, cet épisode est très particulier, puisqu'il n'existe pas en version française. Il est pour tout le monde,
en VO. Plus précisément, en Mohawk et espagnol pour une meilleure immersion. La gloria de la inmortalidad. Et perso, j'ai adoré. Nous commençons sur Asgard où le cycle de Ragnarok arrive beaucoup plus tôt que prévu. Je parle de cycle puisque dans la mythologie nordique, comme dans les comics, le Ragnarok est la fin, mais aussi le début du cycle d'Asgard et ses 9 royaumes. Surtur brise le Tesseract qui survit au Ragnarok pour s'échouer sur Terre, un lieu du crash qui crée alors de nombreuses légendes. Un lac maudit pour les Mohawks et la fontaine de Jouvence pour les Espagnols. Mais lorsque Kaori découvre cette source, elle est transportée dans un autre monde, probablement une dimension de poche créée par la fissure du Tesseract. En gros, elle est dans le Tesseract. Et c'est probablement pour cette raison que les membres de la tribu acquièrent les pouvoirs liés au Tesseract. Mais ce n'est pas la première fois que la pierre de l'espace confère des pouvoirs. Souvenez-vous, c'est grâce au Tesseract que Captain Marvel est devenue si puissante. Kaori semble clairement la plus douée avec ses pouvoirs. Elle semble capable de créer des champs de force, de la télékinésie, de se déplacer à de très grandes vitesses, de créer des portails de téléportation et d'envoyer des vagues d'énergie destructrices. De retour sur sa terre natale, elle libère sa tribu de l'occupant espagnol et détruit sa flotte. Elle finit par se téléporter en Espagne où elle propose la paix à la reine en lui faisant une offre qu'elle ne peut pas refuser. Tout comme le Wakanda avec la météorite de Vibranium, le Tesseract a permis dans ce monde, au peuple natif américain, de repousser toute colonisation et de prospérer. Donc il n'y aura probablement jamais de Captain America là-bas. Finissons l'épisode avec l'apparition de Strange Suprême, mais nous en parlerons plus tard, car là, on enchaîne avec l'épisode 7. Et si Hela avait trouvé les 10 anneaux. L'épisode débute sur la fresque cachée à Asgard, des années avant la naissance de Thor et Loki, alors que Frigga n'est que la petite amie d'Odin et que nous arrivons à la fin de la conquête des 9 royaumes. Pour rappel, voici la liste des 9 royaumes. Il y a Asgard, temple des dieux, Midgard, terre des humains, Jotunheim, royaume des géants de glace, ennemi juré des Asgardiens, Svartalfheim, planète des elfes noirs, Alfheim, celle des elfes de lumière, dont nous avons vu le seul spécimen dans She-Hulk, Vanaheim, territoire des Vanir ou As, Nadivelir, temple des nains, créateur des armes d'Odin, Niflheim, aussi connu comme l'enfer des Asgardiens, et Muspelheim, territoire de feu qui abrite Surtur, qui causera le Ragnarok. Alors que Hela se rebelle contre le père de tout, Odin décide ici non pas de l'envoyer en enfer, mais de la priver de ses pouvoirs et de l'envoyer sur Terre. Comme pour Thor, il enchante son arme qu'elle ne pourra récupérer qu'en apprenant la clémence des mortels. Mais avant ça, il brisera Mjolnir comme l'a fait Hela dans Thor Ragnarok. Sur Terre, Hela tombe à l'époque de l'Empire chinois et de son chef de guerre Wenwu. Dans cet épisode, nous en apprenons plus sur les anneaux. Tout comme Hela, il serait tombé du ciel. Alors que des tas de théories, dont les miennes, voulaient que ce soit un artefact de Kang, il semblerait que les anneaux soient une arme que connaît Odin. The 10 rings do not belong in these primitive hands. Après les bracelets de Kamara qui semblent être d'origine Kree, c'est désormais les 10 anneaux qui s'éloignent de Kang. Et alors, qui appelait-il dans la scène post-crédit de Shang-Chi? Et bien pour le moment, c'est toujours une question sans réponse. Réussissant à s'échapper, Hela se fait guider jusqu'à l'entrée de Talo. Souvenez-vous, Talo est une dimension parallèle où vivent les créatures divines chinoises et les Xian. Ils sont les protecteurs de la Terre contre les ténèbres. Une dimension que ne peut voir Heimdall et qui conduit Odin à venir venger sa fille de Wenwu. Et là, elle, de son côté, s'entraîne aux arts martiaux et comprend qu'elle ne cherche que la liberté de son tyran de père. Décidément, Odin, sous ses airs de papy farceur, a complètement bousillé tous ses enfants, et sûrement les enfants de tous les royaumes qu'il a envahis. Bref, Hela arrive à le vaincre et lui offre sa clémence, ce qui active sa couronne et la transforme en déesse de lumière. Une déesse qui fera une drôle d'équipe avec Wenwu pour libérer tous les peuples asservis, dont les 9 royaumes, mais aussi le monde de Gamora, asservi par Thanos. Donc suite à cet épisode, est-ce qu'on reverra Hela en déesse de la vie? Je ne pense pas. Il est temps donc de passer à l'épisode 8. Si les Avengers se rassemblaient en 1602, même si le titre exact devrait être « Et si Steve avait brisé la pierre du temps contre Thanos ». Car pour comprendre cet épisode, il faut peut-être commencer par la fin. Lors de la confrontation contre Thanos, Steve possède ses 2 boucliers en vibranium, suffisamment solides pour détruire une pierre de l'infini. Et lors d'un coup mal placé sur la pierre du temps, il crée, un peu à la manière du comics House of M, une toute nouvelle réalité où tous les Avengers se trouvent aspirés en 1602. L'épisode s'inspire totalement du comics Marvel 1602. Dans celui-ci, alors que l'homme pourpre devient président fasciste des États-Unis, il se débarrasse de Captain America en l'envoyant dans le passé. Arrivé chez les natifs américains, il devient le garde du corps d'une jeune femme qui traverse la mer pour se rendre en Angleterre. Là-bas, l'histoire est plus ou moins similaire à l'épisode. Des perturbations déstabilisent l'Europe, tuant la reine Elisabeth Ier. Ici, interprété par Hela. Le sceptre de Hela ne possède pas la gemme de l'esprit, mais un fragment de la gemme du temps. Il n'est pas vraiment expliqué comment Wanda Merlin a réussi à créer un portail pour attirer Captain Carter. Et tout comme Strange, elle semble désormais capable de voyager dans le multivers, ce qui est intéressant pour la suite. Nous avons déjà parlé de l'intrigue, mais l'épisode est rempli d'easter eggs très sympas, comme par exemple l'armée des Yellow Jackets, le fait que Hulk Hogan existe toujours, et on va espérer que ça reste dans What If, que le bourreau du royaume est Red Skull, ou encore l'utilisation du Destroyer d'Asgard. Mais surtout ce moment avec
avec l'homme au masque de fer m'a fait rêver d'enfin voir Victor Von Doom. Alors qu'en fait, ce n'est que Hulk. Il est d'ailleurs intéressant de voir que le masque qu'il porte est celui de la première armure de Stark qui, à travers le multivers, essaye encore d'aider Bruce à guérir. En parlant de Tony, que j'ai encore une fois trouvé parfait, surtout avec son retour de problème d'alcool, nous pouvons voir que son atelier est plein de curiosités. Si on regarde bien, on peut apercevoir un bouclier avec une étoile en son centre, mais surtout une machine volante qui n'attend que son réacteur arc pour fonctionner, mais aussi un marteau ressemblant étrangement à Mjolnir que Loki dit avoir égaré. Sans oublier la machine tout droit inspirée d'Iron Man 2. Après une longue bataille de cap et d'épée, Captain Carter active la pierre du temps, révélant que l'intrus est Steve et renvoyant tout le monde à son époque. L'épisode se finit avec l'apparition de Strange Suprême venu la ramener chez elle. Ce dernier épisode, comme celui de la saison 1, est un énorme bordel qui mêle à peu près tout ce qu'on a vu auparavant. Alors globalement, on aime bien, hein, mais ça reste le bordel. Celui-ci est intitulé « Et si Strange Suprême était intervenu ?» L'épisode commence avec un tout nouveau générique, qui reprend celui des films, mais l'adapte avec les héros de What If. On y retrouve le Iron Man de Sakaar, Hulk Hogan à la place de Hulk, T'Challa Star-Lord, Kaori et Goliath en lieu et place de Black Panther, Black Widow et Ant-Man. Ensuite, Red Guardian, qui finalement n'est pas apparu à la place de Star-Lord, et Strange Suprême à la place de Thor. Et enfin, Captain Carter à la place de Steve, sans compter toutes les scènes que nous avons vues dans What If. Nous prenons la suite directe de l'épisode 8 avec la discussion entre Strange Suprême et Peggy. Alors que le sorcier lui offre un whisky, comme elle l'avait partagé avec Steve dans le tout premier épisode, le gardien observe Strange la manipuler. Ensemble, ils arrivent dans le Sanctum Infinitum. Tout comme les Sanctums sur Terre, il possède une chambre des portails. Sauf qu'au lieu de les transporter sur Terre, il peut voyager à travers le multivers. Nous y découvrons que Strange collectionne les êtres les plus puissants, capables de détruire leur univers. On y retrouve Thanos, le collectionneur, Loki en cowboy, Wenwu, Ella, un Rocket surpuissant, Peter Quill de l'épisode 2, mais aussi un Hulk en armure asgardienne, Corvus Glaive et enfin Thor. Captain Carter est envoyé en mission dans les Badlands, un monde où elle et Steve n'ont pas survécu à l'attentat de Hydra, un monde où le Crâne Rouge a gagné la guerre et ravager le monde. J'en profite d'ailleurs pour vous parler d'une petite pépite, le podcast Westlanders, un podcast traduit en français qui reprend plus ou moins le même pitch. Des années après l'apogée des Gardiens de la Galaxie, Star-Lord et Rocket, tous les deux vieux et fatigués, s'écrasent sur une terre ravagée. Une terre dirigée par Fatalis qui a sombré dans le chaos et où tous les héros sont morts. Petit aparté, mais je vous le conseille vivement. Bref, revenons-en à nos Badlands. Dans cette forêt, nous revivons la scène de Age of Ultron avec Quicksilver, mélangée à la scène de la première apparition du Soldat de l'Hiver. Mais c'est en fait Kaori. On se rend compte que le vrai méchant du multivers est en fait Supreme Strange. Sur ces murs ne sont pas enfermés que des puissants méchants, mais aussi des héros, comme Hulk Hogan, Howard the Duck, Star-Lord, le dragon protecteur de Talos, mais aussi Vision, Captain Marvel, Korg et bien d'autres qu'elle décide de libérer. Bon, comme vous pouvez le voir, cet épisode est un énorme fourre-tout de tout ce qu'on a vu jusqu'ici et ça s'arrête jamais. En direction de la forge, elle croise la reine des zombies Scarlet Witch et son armée. Elle est renvoyée chez elle par Kaori, là où se déroule la série animée Marvel Zombie prévue cette année. Scarlet Witch qui incarnera la méchante principale de cet univers. Vient ensuite Ella, qui prend le contrôle de l'armée, puis Surtur, son ennemi juré qu'il a vaincu dans Ragnarok. On enchaîne avec Thanos prêt à utiliser ses pierres, mis en poussière par Killmonger, qui est rapidement lui aussi vaincu par les pouvoirs de Kaori. Tout ça en 2 minutes. L'occasion pour Captain Marvel de s'upgrade un max pour le combat final. En gros, cet épisode, c'est un donjon dans World of Warcraft. D'ailleurs, quand j'y pense, aujourd'hui, les héros les plus puissants du MCU sont tous féminins. Captain Marvel, Photon, Wanda, Gia, Love, la fille de Thor, et maintenant Kaori et Captain Carter. Je dis ça, je dis rien. Alors, je sais ce que vous allez vous dire. C'est pas un peu misogyne? Bah si. Arrivés à la forge, nos deux héroïnes surpuissantes affrontent Strange dans un enchaînement d'attaques qu'on a pu voir tout au long du MCU, comme par exemple les attaques de dragons de Multiverse of Madness à la multiplication contre Thanos. La bataille tourne presque au ridicule quand les autres personnages arrivent et font du yo-yo, jusqu'à ce que tous jettent leur âme à nos héroïnes. On a donc Mjolnir, la couronne de Hela, les 10 anneaux, l'épée de Hulk asgardienne et plein d'autres épées qui envoient des lasers. S'ensuit une avalanche de tout et n'importe quoi qui révèle le démon de deuil qui contrôle réellement Strange. Mais un giga punch avec les pierres de l'infini va finir enfin par réveiller Steven qui se sacrifie. Je commençais honnêtement à manquer de superlatifs pour finir cette vidéo. Bref, avec son sacrifice, Strange recrée sa réalité, une réalité où lui n'a jamais existé et où Christine peut survivre. Ce qui, entre nous, va totalement à l'encontre de tout ce qui a été dit dans son propre épisode. Mais cette vidéo est déjà trop longue pour que je me penche là-dessus. Évidemment, comment finir sans parler du multivers version Yggdrasil qui lie enfin 2 séries Marvel entre elles. Car oui, jusqu'ici, ça n'était encore jamais arrivé. Et pour moi, ce n'est pas juste un millième easter egg dans cet épisode. Je crois fermement que le destin de Loki ne s'est pas terminé à la fin de la saison 2. La présence de l'arbre nous montre qu'il a toujours une importance. Et je pense réellement qu'il reviendra aux côtés d'une équipe d'Avengers multiverselle
dans les prochains films Avengers. Et ça, c'est encore pour une autre vidéo. Wouh! Je m'attendais pas à faire si long pour une reprise. Mais vous le valez bien. Bon, si on résume, donc What If nous a permis de comprendre que les 10 anneaux ne sont pas de Kang, mais d'origine céleste, que n'importe qui peut devenir un Hulk, que Strange et Wanda peuvent ouvrir des portails à travers le multivers grâce au Darkhold, on imagine, que Black Panther a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, que la cage des Avengers n'a pas été créée pour Hulk, et que Loki et son arbre sont visibles par le Watcher. C'est déjà pas mal, non? Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié cette petite épopée de fin d'année. Mais j'en garderai pas un souvenir indélébile. J'ai d'ailleurs dû tout revisionner pour cette vidéo, car j'avais complètement oublié la moitié. Mais je prends la série pour ce qu'elle est. Il y a eu des très bons épisodes, et d'autres bif bof. Mais pour moi, ce final est clairement trop. Mais vous savez quoi? C'est souvent comme ça aussi dans les comics. Absolument, tout explose dans l'abus dans les 5 dernières pages. Alors c'est ok. Et vous? Qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et surtout si j'ai oublié quoi que ce soit ou vous posez encore des questions, je répondrai à chaque commentaire, promis. Alors lâchez-vous. Cette année va être pour moi l'année de YouTube, avec un maximum de vidéos comme celle-ci et de nouveaux formats, vidéo et live. Donc si vous voulez rien rater, abonnez-vous et activez la cloche de l'amour. Et nous, on se revoit très vite pour le décryptage de la série Echo. Je vous embrasse, et surtout en 2024, n'oubliez pas d'être curieux. Ça rend heureux, bordel. Ciao! I'm so glad you're here. Hey, could you find a bucket? I can use a bucket and a mop at this point. Sponge me up. I need to be absorbed by something. Ew.